20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Les personnes du troisième âge battent le macadam pour exiger une augmentation de 50% sur le montant de leur pension. Elles ne veulent plus de prêts de la part de l'IPRES. Ces retraités invitent l'État à se saisir de leurs revendications. Autre marche à Diamniadio cette fois-ci, les populations sur place s'insurgent contre la spoliation de leurs terres. Les nombreux projets du pôle urbain qui se concrétisent sans l'ombre d'une indemnisation de la part des promoteurs ont fini par les inquiéter. Vous les entendrez au cours de cette édition. Barrer la route aux charlatans et mettre fin à la pratique illégale de la médecine, c'est la décision de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Et pour ce faire, la corporation est prête à mettre à disposition du grand public des bases de données fiables et pouvant guider les populations dans leurs choix. Cadeau de Noël et de fin d'année, un casse-tête pour certains parents qui tirent le diable par la queue en cette fin de mois. Toutefois, pour d'autres, hors de question de déroger à la tradition. En attendant, les magasins sont bien achalandés pour permettre à ceux qui le peuvent de fêter Noël et la Saint-Sylvestre comme il se doit. L'invité du 20h, il s'agit de M. Karim Fofana, directeur général du patrimoine bâti. Il est interrogé par Mamoudou Ibrakan, une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec la marche des retraités du Sénégal. Ces personnes du troisième âge ont arpenté les allées du centenaire direction place Doudou Ndiaye Rose pour exiger une augmentation de 50% sur le montant de leur pension. Ils disent par ailleurs ne plus vouloir des prêts de la part de l'IPRES et invitent l'État du Sénégal à se saisir de la question. Maïmouna Ndiaye, Mondou Diop ont marché avec ces retraités. Reportage. Touchez pas à notre pension, laissez notre pension. Beaucoup de messages véhiculés par ces retraités. Une augmentation de 10%, ils n'en veulent pas. C'est très faible. Tu as un salaire tellement faible, 50 000, 100 000 francs. On le divise par deux, c'est 50 000, donc tu as 5 000 francs. Mais ça ne nourrit pas nos hommes. Et sociologiquement, le problème, il devait être vu en amont. Nous, nos parents, n'avaient pas ce problème parce qu'on a travaillé très tôt, donc on pouvait prendre les charges de la famille. Du rond-point de l'obélisque à la place Doudou Ndiaye Rose, même doléance. Ils ont 4 réserves. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve? Une réserve, c'est lorsque l'IPRES peut rester pendant 2 ans sans recevoir aucune cotisation émanant des travailleurs qui sont en activité. Donc ce qui veut dire que à l'heure actuelle, ils peuvent payer intégralement les pensions en bimensuel, en mensuel, sans que pour autant ça peut poser quelques problèmes que ce soit. Soutenu par l'association des veuves, ces personnes du troisième âge lancent un appel au chef de l'État. En tant que veuve, nous sommes affiliés à l'IPRES, malgré c'est le même combat. Hein? C'est le même combat. Seulement, on exige seulement la revalorisation la régularisation de nos pensions, de nos maigres pensions et le prélèvement de 100% de la pension de la veuve et de l'orphelin. C'est le père de la nation. Il a toujours dit que les pensions étaient faibles. Il a tout fait, malheureusement, c'est les gestionnaires de l'IPRES qui s'entêtent pour leur propre avantage, parce qu'ils ne veulent pas que ces avantages-là diminuent. C'est cela qui n'est pas normal. Ces retraités ne comptent pas baisser les bras. Après cette marche, ils vont adopter un autre plan d'action. Une autre marche, cette fois-ci à Diamniadio, les populations des villages environnants du pôle urbain dans la rue, à travers une manifestation pacifique à l'origine de leur colère, leur terre envahie par de nombreux projets du pôle urbain sans indemnisation. Ils interpellent les autorités et promettent d'autres actions pour être indemnisés à la hauteur du préjudice subi. Ousseynou Thiam et Biradiagne. Les populations de Déni Malick Gueye, Déni Babacar Diop, Déni Demba Kodou et de Sébi Ponti ont bâti le macadam pour manifester leur inquiétude par rapport à leur terre engloutie par le pôle urbain de Diamniadio et les autres projets de développement sans indemnisation. On est aujourd'hui menacé par le pôle urbain de Diamniadio et gravement aussi, ils ont pris nos terres entièrement
Et ça a été commencé depuis au président Abdoulaye Wade qui avait pris l'université du futur africain, qui n'avait même pas du tout de manger au moins les paysans, les pauvres paysans que je disais, parce qu'ils vivaient que de l'agriculture, et de nos mamans et de nos braves sœurs encore qui vivaient que de leur terre. Ouais. Aujourd'hui, avec le pôle urbain, on est menacé, on est à 25 mètres au moins du village de Déni Maligué. Ils ont pris les terres qui avaient au moins ces champs-là, qui avaient des manguiers, des citronniers, des poulaillers et tout autre encore, arbre encore à Déni Maligué, sans au moins donner de sommation à ces paysans. Des populations de Déni Maligué qui ont saisi qui de droit, mais jusque-là, rien n'a été fait. On a fait des contre-expertises qu'on a déposées à la préfecture. Après 6 mois, ils sont venus encadrés par des gendarmeries, par la gendarmerie des escadrons, au moins qu'ils ont ne pas du tout laissé à au moins empêcher ces gens-là de travailler. Si la commune de Diamniadio, le maire est au courant de ce qu'on est en train de faire, parce que toute lettre qu'on a envoyée à l'administration, il y a une ampliation avec lui. Déjà, il y a une société déjà qui s'est commencée à implanter, qu'on appelle Tigo, qui est là déjà à côté de l'Université du futur africain. Et on nous parle aussi de l'Institut du pétrole et du gaz qui est là, qui est déjà implanté. Mais il n'y a pas encore de dédommagement encore. Mais nous, on va où? On est prêt à mourir, qu'on nous enterre. C'est ça. Et si vous voulez encore, on va nous creuser tout de suite, on va nous enterrer. Pour ça. Au-delà de leur marche, ces populations, regroupées autour d'un collectif, promettent de poursuivre le combat afin de rentrer dans leurs droits. Polémique autour de l'installation des cantines à Mbao. Le maire de la localité réagit. Il déplore l'attitude de certains religieux et politiques qui, selon lui, utilisent les jeunes de la paroisse de Mbao comme bouc émissaire pour régler des problèmes crypto-personnels. Le maire persiste et signe malgré l'arrêté du préfet. Il promet de bel et bien terminer ses travaux. Compte rendu signé par Faraning et Asmalik Diop. Après la marche des jeunes catholiques de Mbao pour réclamer l'arrêt de la construction des cantines à côté de la paroisse, le maire de la localité indexe le curé qui veut régler un vieux différend. Il n'y a pas un problème entre les musulmans et les chrétiens. C'est juste que le curé n'a pas tellement compris les actions de la mairie et il avait fait il y a 2 ans une demande que la mairie avait rejetée, à savoir prendre la place où sont garés les clandos de Mbao pour en faire un parking privé, ce que la mairie avait refusé. Donc c'est un peu les antécédents qui ont occasionné tout ça. Plus maintenant un grand politicien qui est derrière. Malgré l'arrêté du préfet du département de Pékin, le maire ne compte pas reculer d'un iota. Nous allons continuer, on va demander au préfet le pourquoi. Parce que nous faisons des cantines pour l'intérêt de tout Mbao. Les cantines sont distantes des locaux où ils font leurs activités de 500 mètres. Comment ces cantines peuvent déranger des prières? Il ne faut pas faire des privilèges pour un groupe et laisser d'autres groupes. La loi est là, il faut l'appliquer. Si vous croyez que l'acte que la mairie a pris est illégal, attaquez l'acte, annulez l'acte, suspendez l'acte, mais ce n'est pas un groupe qui empêche quand même à l'administration de faire ce qu'elle doit faire. Mais il y a une lueur d'espoir. Les imams et notables de Mbao comptent jouer la médiation entre les deux parties. Léegi nag dañoo créer comité boo xam ne incha allah dinañ ko comité créer waxtaan ak sages yi nga xam ne ñoo nekk Mbao moo xam chef du village yi la moo xam élimaan yi la moo xam délégué de quartier yi la ñu tànn fu ne une partie moo xam itam ci parti chrétien bi la ñu dem médiation ñu toog waxtaan. En attendant cette médiation, les deux parties sont déterminées. Le maire estime que c'est le même cas à Saint-Louis et personne n'a pipé mot. Et pour être complet avec ce sujet, sachez que les jeunes de la paroisse de Mbao ont tenu une assemblée générale cet après-midi pour tirer toute cette affaire au clair. En attendant, les imams de Mbao, comme vous venez de l'entendre, jouent la carte de l'apaisement pour une médiation au niveau de la zone. Et nous y reviendrons certainement avec nos correspondants dans nos prochaines éditions. De Mbao, nous fonçons à Saint-Louis. Dans le quartier de Guet-Ndar, l'école Abdoulaye Meng Khali est terrassée complètement avec l'avancée de la mer. Les 500 élèves de l'établissement se réfugient du coup à l'école Cheikhou Touré pour suivre de manière alternée les cours. Les autorités locales sur place craignent que le taux de déperdition scolaire soit revu à la hausse dans le quartier des pêcheurs. Quant aux autorités compétentes, le maire de la ville, pour être plus précise, Mansour Faye invite l'État à construire rapidement cette école. Il a tenu ses propos lors de sa visite à l'école Cheikhou Touré, brûlée lors des affrontements. Reportage avec nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Abib Sek.
Les 500 élèves de l'école Abdoulaye Mbengue Khali alternent avec ceux de l'école Cheikhou Touré depuis plus d'1 an. La deuxième école de Guendar est terrassée par la brise marine et l'avancée de la mer dans le quartier des pêcheurs. Le mur de l'école et les salles de classe n'existent plus. Le maire de Saint-Louis lance un appel au chef de l'État pour éviter la déperdition scolaire dans la langue de Barbarie. Tous les bâtiments sont quasiment effondrés, donc et les élèves sont un petit peu répartis dans certaines écoles au niveau de Saint-Louis. C'est le lieu de lancer un appel à l'endroit donc de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour que toutes les dispositions soient prises, pour que cette école Abdoulaye Mbengue Khali, puisse en tout cas être réhabilitée, rebâtie et puis qu'elle puisse fonctionner dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, si les élèves ne vont pas à l'école, demain nous ne saurons pas exactement ce que feront ces élèves-là, ces enfants une fois grandis. Donc c'est un appel vraiment que je lance à l'endroit non seulement du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour qu'il nous accompagne dans cette dynamique-là. À Guendar, il n'existe plus qu'une seule école fonctionnelle. La population du quartier est estimée à 25 000 âmes. Lors des affrontements entre forces de l'ordre et une partie des Guendariens, le 12 novembre dernier, les manifestants avaient emporté plusieurs ordinateurs dans la salle informatique de l'école Cheikhou Touré. L'édile de la ville est venu cette fois-ci pour apporter son soutien. Il restait tout simplement donc à remplacer le matériel informatique qui a été endommagé. Et c'est à la suite de ça que j'ai sollicité le directeur général de l'ADIE qui a bien voulu mettre à la disposition de cette école. Et ce sont ces ordinateurs-là que... Le démarrage des travaux sur les 2 berges au mois de janvier 2010. Le départ sans condition de leur maire. Elles ont battu le macadam pour dénoncer la gestion qu'elles considèrent nébuleuse de Lassana Sano, impuissante face... En effet, une analyse de près au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, de l'environnement, de la non-réception des fonds de dotation alloués à l'école, voté depuis 2014 et jusqu'à présent, ça n'a pas... Demain ou après-demain, il y aura autre chose sur sa table. Tout sauf des projets de développement. Donc nous voulons... Berger à la bergère, la réaction du maire de Djilor Saloum à la publication du fonds de dotation devant le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul un marché hebdomadaire, là où ça n'existait pas. Plus de 1,5 million de taxes qu'ils ne payent pas. Et c'est les gros demandeurs, ces gens qui font la marche. L'année dernière, j'ai convié toute la jeunesse pour qu'on joue la Coupe du Maire. Ils ont refusé. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi? Ils l'ont dit à personne. À Djilor, personne ne fait de bilan. Et ils me parlent de fonds de dotation. Demandez à passer au poste de santé, s'il vous plaît. Demandez, est-ce qu'ils m'ont une fois fait le bilan des fonds de dotation en médicaments ou santé qu'ils reçoivent de la commune depuis 2014? Pour moi, c'est des blabla. Parce que si ce n'était pas des blabla, ils seraient là, négocier avec le conseil municipal. Avec moi, c'est une gestion rigoureuse. Quand on te donne de l'argent, il faut qu'en retour, tu me fasses comment est utiliser ces fonds-là. C'est la personne de Sano qui dérange. Parlons santé à présent. Ils sont professionnels de santé et s'en vont en guerre contre l'exercice illégal de la médecine. Ces membres de l'Ordre national des médecins du Sénégal dénoncent la pratique des charlatans et la prolifération des cabinets médicaux qui ne respectent pas les normes. Les détails, c'est avec le docteur Joseph Mendy, vice-président de l'Ordre national des médecins du Sénégal, au micro de Fatou Kinedam. Le souci majeur de l'Ordre, c'est la protection des populations. Au regard des publicités, dirait l'autre tout à l'heure, mensongères, au regard de l'afflux des charlatans des autres pays, puisque fuyant la réglementation contraignante dans leur pays, qui viennent se réfugier au Sénégal pour continuer leur sale besoin. Au regard des autres personnes venant d'outre-mer, qui sont que des imposteurs en fin de compte, disent qu'ils ont des machines qui, en un coup de main, peuvent vous dire ce qui se passe dans tout le corps. Or, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu ces mesures soient expérimentées et prouvées. Vous savez, la médecine, c'est ça. C'est la recherche, c'est l'expérimentation, c'est la mise en échelle et c'est la vulgarisation des techniques dûment éprouvées. Et ceux qui se prétendent, qu'ils peuvent, en un coup d'ordinateur, donner tout ce qui se passe dans le corps, ce ne sont que des imposteurs.
Nous restons avec ce sujet. Pour éradiquer l'exercice illégal de la médecine, l'Ordre national des médecins prêt à collaborer avec les autorités compétentes, la corporation s'est dite prête à dévoiler la liste des membres qui appartiennent à l'ordre, l'objectif étant de mieux guider les populations dans leur choix et leur éviter de se faire piéger par des imposteurs. Le reportage est toujours signé Fatou Kinedem. 1007 inscrits en 2016. L'Ordre national des médecins du Sénégal brandit son tableau pour montrer les professionnels en état d'exercer la médecine au Sénégal. Pour y figurer, 3 conditions à remplir. Être de nationalité sénégalaise, deuxièmement, avoir un diplôme qu'on appelle le diplôme de doctorat d'état de médecine, et enfin, être inscrit à l'Ordre national des médecins du Sénégal. 4 missions lui sont également assignées. La première mission, c'est de veiller à ce que tous les praticiens observent les règles de déontologie telles que édictées dans le code de déontologie. Le deuxième rôle, c'est de servir de conseil en tant que spécialiste de la matière au pouvoir public. L'autre rôle aussi, c'est de protéger les populations contre les effets néfastes de la médecine. Il s'agit là de la pratique de la médecine illégale, un délit pénal. Seulement, les responsables sont rarement traduits en justice et les peines moins sévères. Il n'y a pas encore, par exemple, de condamnation de prison ferme. Mais il y a des condamnations avec sursis et des amendes que le délinquant doit pouvoir payer. À travers cette publication du tableau, l'Ordre national des médecins du Sénégal vise une inscription massive des professionnels de santé, une initiative qui valorise les activités de la médecine. Le Kabada, zone frontière avec la Gambie, traverse un véritable calvaire. Sur place, les populations se soignent en Gambie à cause de l'absence d'infrastructures sanitaires de qualité. Les 6 communes du Kabada réclament la construction imminente d'un hôpital digne de ce nom, mais aussi l'édification du Kabada en département. Jusque-là, pour rappel, sachez que le Kabada fait partie du département de Bunkiling. Des déclarations tenues lors d'une rencontre organisée par le maire de Ndiamakuta en présence de nos correspondants Bakary Konté et Salah Samba. Frontalière à la Gambie, beaucoup de populations du Kabada se soignent dans ce pays voisin. Face à cette situation, le maire de Ndiamakuta réclame la construction d'un district sanitaire à Ndiamakuta. Nous avons une étude de faisabilité qui nous permet d'espérer d'avoir ce district. Parce que nous sommes à 2 km de la Gambie. Nous avons une population de 12 000 habitants dans la commune et nous avons un projet d'une nouvelle piste qui va quitter Sénoba à Ndiamakuta et donc tout le Kabada pourra rejoindre Ndiamakuta comme centre de santé. Les 6 communes de la zone du Kabada demandent la création d'un département dans cette zone frontalière à la Gambie. C'est le souhait et nous sommes en train de poser les différents éléments. Nous avons notre lycée. Nous avons un cantonnement militaire. De toute façon, nous sommes en train de réunir tous les éléments pour faire du Kabada un département. Et compte tenu de la masse de la population, compte tenu de la formation, c'est-à-dire de la proximité de la Gambie, le développement du Kabada est nécessaire, ne serait-ce que sur le plan, n'est-ce pas, de souveraineté nationale. La commune de Ndiamakuta vient de bénéficier d'un projet d'extension du réseau électrique. Depuis 1992, il n'y avait pas d'éclairage public. Donc quand nous sommes arrivés, nous nous sommes attaqués à ça. Et aujourd'hui, il y a l'éclairage public. Ensuite, nous avons obtenu du PNDL 40 millions pour l'extension de l'électricité dans la commune. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous avons également 50 millions de l'AGETIP qui va s'ajouter aux 40 pour définitivement terminer la question de l'électricité dans la commune de Ndiamakuta. Les populations du Kabada attendent avec impatience la réalisation de tous ces projets pour le développement rapide du Kabada. Et puis nous vous en avons parlé largement hier dans notre édition, la mairie de Ziguinchor accusant la douane d'avoir subtilisé du matériel appartenant aux populations offert par la diaspora. Aujourd'hui, la direction des douanes du Sud a réagi via un point de presse. Le colonel Papa Ndiaye, chef du service régional de la douane, répond plutôt que la vente du matériel en question s'est faite en toute légalité. Les détails avec le colonel Papa Ndiaye que je vous propose d'écouter justement au micro de Boubacar Diassi. Par rapport à la procédure de la vente aux enchères publiques de ces marchandises, il convient tout simplement de souligner
qu'elle a été mise en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de l'arrêté numéro 10-353 du 21 novembre 2007 fixant les règles applicables pour l'aliénation par l'administration des douanes des marchandises en suite de dépôt de douane et de celles confisquées ou abandonnées. En effet, cette vente aux enchères publiques s'est déroulée les 20, 21 et 22 décembre 2016 en présence du contrôle régional des finances. Et cette vente a été précédée de la publicité qui a été faite dans les délais légaux. Parlons de tout à fait autre chose à présent. L'interprofession avicole du Sénégal en assemblée générale, une occasion pour tirer le bilan des 3 années d'existence. En 2015, 38% de la production animale a été tirée de la volaille, des chiffres qui rassurent et qui poussent le gouvernement du Sénégal à déclarer d'étudier les possibilités d'une meilleure réglementation du secteur avicole. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso. 200 tonnes et plus la quantité de viande produite au Sénégal en 2015. 38% de cette production animale provient de la volaille, un pourcentage qui en dit long sur l'aviculture au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal produit au moins 60 à 70% de ses besoins en œufs à couver. Nous sommes arrivés aussi à l'autosuffisance en poussins d'un jour quand on sait que rien qu'en 92, les poussins étaient importés à 100%. Les poussins élevés au Sénégal étaient importés à 100%. Depuis lors jusqu'à maintenant, il y a quelques années, on parlait de 50 millions de poussins produits annuellement. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on sera à 100 millions de poussins produits annuellement. La filière avicole, un secteur productif, des politiques sont appliquées pour protéger et encourager les acteurs. Il y a eu un moratoire négocié avec les pouvoirs publics jusqu'en 2022-2023 et pour cela il a fallu que l'on fasse notre propre mise à niveau au niveau de la formation, au niveau de l'investissement, au niveau de l'accroissement même des volumes pour être de plus en plus compétitif ou davantage compétitif pour pouvoir faire face demain aux importations qui pourraient nous venir de l'extérieur. La mise en œuvre d'un cadre réglementaire, un autre projet du gouvernement sénégalais. Des déficits à combler. Pour ce faire également, c'est des spécialistes qu'il faut pour faire des lois. Donc nous, la direction qui est spéciale au niveau du ministère, c'est la direction des services vétérinaires, qui est en train donc de travailler dans le cadre d'un code plus général, parce qu'il faut un code plus général et des textes d'application. L'interprofession avicole du Sénégal existe il y a de cela 3 ans. Au cours de cette assemblée générale, il sera procédé au renouvellement du bureau, présidé depuis lors par Babacar Ngom. Et nous passons de la consommation, nous passons à la sécurité avec la gendarmerie prête à relever les défis des années à venir. Rien qu'en 2016, retenez que plus de 1000 gendarmes ont été recrutés, plusieurs unités mobiles créées. Tout cela pour s'adapter aux nouvelles formes de délinquance. Les gendarmes ont procédé à la présentation de vœux. C'était ce matin à la caserne Samba Diéry Diallo et c'était en présence de nos reporters Mamadou Fall, Tierno Laurent Mendy. Les officiers généraux, officiers, sous-officiers gradés, gendarmes, et de nouveaux procédés d'exécution plus adaptés et plus efficaces. 2016, l'année de la concrétisation de certaines actions et de nouveaux recrutements dans la gendarmerie. En 2016, des actions concrètes ont été menées dans le domaine de la mobilité, mais également dans celui de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures. Au titre de l'année 2016, 15 officiers, 1290 élèves gendarmes ont été recrutés et formés dans les écoles de gendarmerie. La posture proactive adoptée par la gendarmerie a donné des résultats satisfaisants, avec notamment le démantèlement de bandes armées, de réseaux de trafic de produits pharmaceutiques, de faux monnayages. En cette occasion de présentation de vœux, les gendarmes ont rendu les honneurs aux 147 retraités en 2016 et à tous ceux qui ont eu à participer au rayonnement de la gendarmerie.
Allez, je veux l'annoncer en titre. Peut-être faites-vous partie de ces parents pour qui la fin d'année coïncide avec une situation financière compliquée. Pourquoi? Eh bien, la crise serait passée par là. Résultat, acheter des cadeaux n'est plus une priorité pour de nombreux parents. Pour d'autres, par contre, faire plaisir à la famille est essentiel, une règle à laquelle ils ne dérogeront jamais. Dans tous les cas, au centre-ville, les magasins rivalisent d'ardeur pour attirer les clients. Fatidien, Léa Niafona y ont fait un tour. Monsieur Olenga, un Camerounais établi à Richard Toll depuis bientôt une dizaine d'années. En ce moment de fête, il a fait le déplacement. Sur sa liste, beaucoup de cadeaux à acheter. Je suis là à Dakar pour acheter des habits aux enfants, donc les rendre beaux et après faire du marché. Là, je prends la bonne viande pour faire un bon tcheboyap et du bon poisson. J'ai acheté une PS4 à mon enfant, au garçon. Et la fille, je vais chercher une bonne robe. Madame, j'avais lancé un ensemble brodé chez un tailleur. Pour satisfaire tous les besoins, 1001 astuces. L'organisation, toujours de mise. Une affaire d'économie, on a pris des dispositions plusieurs mois avant et on sait ce que les enfants aiment. Ici, au centre-ville, les clients sont comptés sur le bout des doigts. Dans cette boutique spécialisée en électronique et électroménager, on fait appel à un animateur. Dieu merci, nous gagnons bien notre vie grâce à l'animation, même si les temps sont de plus en plus durs. J'ai signé un contrat et chaque année, je gère l'animation pour eux. Chaque année, nous avons en période de fête, on anime le plus ici, c'est ça. En fait, ici, les produits qu'on vend le plus, c'est les tablettes. Pour les enfants, en fait, les parents achètent les tablettes pour les enfants le plus par rapport aux autres, par rapport aux autres produits. L'année dernière, ça marchait le plus par rapport à cette année. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, en fait, c'est ça. Quoi qu'il en soit, les désirs des enfants sont des ordres pour les parents. Et comme s'ils se sont passés le mot, la tablette, le cadeau qu'il faut. Tablette. Lan ngay doyee tablette? May jouer. Lan ngay jouer? Tampron. Tablette. Tablette, lan ngay doyee tablette? Je sais pas. Lan ngay jouer? Man. Tampron. Fadidien, merci. Le collège des délégués et l'ensemble du personnel de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano satisfait après qu'une de leurs revendications a été satisfaite et ce, après de longues années de bataille. Les arriérés de cotisations sociales à l'IPRES ont finalement été payés. Écoutons Babacar Diop, le représentant de ces délégués. Il est au micro de Aïssatou Païle et Agnafuna. De soulagement pour les agents de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano pour cet engagement que vous avez pris de payer près de 100 millions de francs CFA, représentant les arriérés de cotisations sociales à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, de 1986 à 2009, en tant que premier protecteur des arts et des lettres, premier défenseur des artistes. Voilà 30 années après, sous votre magistère, que l'épineux problème des travailleurs de cette institution vient d'être résolu. C'est pourquoi le Collège des délégués et l'ensemble du personnel de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, à travers notre ministre de la Culture et la direction générale du Théâtre Sorano, vous remercie vivement pour votre soutien constant et formule à votre endroit et à celle du gouvernement et à l'endroit du gouvernement des vœux de réussite pour l'œuvre de construction nationale qui est votre idéal. Culture toujours, mais cette fois-ci à Kolda. Conformément au chronogramme, les activités de la 9e édition du Festival national des arts et des cultures, le FESNAC, ont démarré. Les compétitions de cette première journée ont lieu sans couac et avec beaucoup d'engagement, nous dit notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Les compétitions de la 9e édition du FESNAC ont démarré à Kolda. Voilà, pour ce mardi 27 décembre 2016, le programme tel que présenté a été déroulé sans couac. Les compétitions comme prévu ont été déroulées dans les différents sites qui ont été retenus. La danse au Centre culturel régional de Kolda, le théâtre au CEDEPS de Kolda,
et la musique au terrain réveil à 6 kg. En tout cas, c'est un satisfait général pour cette première journée du 27 décembre. En théâtre, au CEDEPS de Kolda, les troupes de Louga, Tambacounda, Dakar, Diourbel et Kolda ont eu à effectuer des prestations. En musique, au terrain réveil de 6 kg, ce sont les orchestres de Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et Kédougou qui ont eu à passer devant le jury. En danse, au Centre culturel régional de Kolda, les danseurs de Fatick, Kaffrine, Matam et Sédhiou ont montré leur talent. Pour ce mercredi 28 décembre, l'activité phare demeure la cérémonie officielle. Voilà, pour ce mercredi 28, il est prévu dans la matinée à partir de 10 h l'embellissement de quelques artères et édifices de la commune, particulièrement le centre culturel avec nos amis de la culture urbaine, c'est-à-dire le graffiti. Et dans l'après-midi, c'est la cérémonie phare de lancement de la 9e édition du Festival national des arts et cultures, qui, je le rappelle, est prévue au stade régional de Kolda à partir de 17 h. La cérémonie officielle d'ouverture sera présidée par Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, en compagnie de son homologue, le ministre maire de la commune de Kolda, par ailleurs ministre de l'Environnement et du Développement durable. Rappelez que le thème de cette 9e édition du Festival national des arts et cultures et patrimoine culturel, tourisme et développement durable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 h. Ce sera l'affaire de Daniel Diouf. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Quant à moi, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.